Connu pour ses dunes de sable dépaysantes comme pour ses souks aux effluves épicés, le Maroc est un pays aux multiples facettes. Forte d'une incroyable diversité de paysages, ces provinces dévoilent des montagnes grandioses et de vastes déserts, des palais somptueux et cités antiques témoins d'un passé glorieux. Mais le pays a bien plus encore à proposer aux yeux des visiteurs. Ces villages vibrent d'une richesse culturelle foisonnante, que célèbre un artisanat aujourd'hui encore fier garant des traditions. De Médina en Casbah, le Maroc exalte l'essence du voyageur qui vit cette aventure comme une véritable initiation. Porte d'entrée de l'Afrique du Nord, le Maroc est un des rares pays à bénéficier d'une position idéale entre océan Atlantique et mer Méditerranée. C'est à Marrakech, la cité rouge dominée par les hauts sommets de l'Atlas, que nous commençons notre parcours. Avec une population approchant le million d'habitants, Marrakech est aujourd'hui la 4e ville du pays. Son influence puise ses origines au XIe siècle, en pleine dynastie des Almoravides, dont l'esprit conquérant en fait le centre d'un empire qui s'étend jusqu'en Andalousie. Bien plus tard, au XVIe siècle, les Saadiens vont redonner à la cité alors en déclin son prestige ancien. Au cœur de la Médina, dissimulé derrière une porte d'apparence anodine, le jardin secret construit il y a plus de 400 ans est un bel exemple de cette époque fastueuse. Alors c'était la demeure d'un chambellan, mais bien avant, c'était la demeure aussi de plusieurs sultans et plusieurs personnalités qui étaient assez importantes dans l'histoire du Maroc. Le jardin traditionnel est alimenté par un kétara, un système d'irrigation souterrain qui parcourt toute la Médina. On a commencé les travaux de restauration en 2013 et on les a finis en début 2016. Alors on a fait presque 2 ans et demi, 3 ans dans la restauration. Sauvé du délabrement auquel l'a condamné son abandon en 1934, l'édifice peut aujourd'hui témoigner de la splendeur de l'architecture islamique que consacre la grande tradition des palais arabo-andalous et marocains. Le quartier Mouassine, c'était connu qu'il n'y avait que les familles riches qui habitaient à l'époque dans ce quartier. La grande tour au plafond richement décoré domine le quartier, en symbole et rappel permanent du prestige de ses propriétaires. Moins connu, le réseau de ruelles étroites que fréquentent uniquement les habitants requiert un sens aigu de l'orientation. Malgré l'absence d'indication, on devine peu à peu l'organisation de la Médina, savamment découpée selon les spécialités de ses artisans. Vivre au quotidien dans ces allées fourmillant de monde demande une certaine dose de patience. À quelques pas, une demeure aristocratique du XVIe siècle abrite le musée Mouassine, joyau de l'architecture arabo-andalouse. Lors de sa restauration en 2013, la Douiria, l'appartement de réception des invités, a révélé un trésor oublié d'ornements saadiens, dont les frises délicates et boiseries colorées sont emblématiques. Le musée accueille également des saisons musicales, destinées à faire découvrir les musiques traditionnelles de la Médina. Ce duo d'inspiration arabo-andalou répand les notes du derbouka et de l'oud, un instrument à cordes pincées très répandu dans les pays arabes.
Si de nombreux riads se sont transformés en hôtels pour accompagner l'expansion du tourisme, d'autres édifices cultivent heureusement le goût de l'authentique, tels que l'étonnant palais Mnebi, construit à la fin du XIXe siècle. Restauré et réhabilité en musée en 1997 par la fondation du mécène Omar Benjeloun, il connaît aujourd'hui un flux constant de visiteurs. Ils viennent admirer la pièce la plus spectaculaire, ce patio central et sa débauche d'arcades en cèdre, de panneaux de bois ouvragés et de somptueuses éliges. Le jardin Majorelle mérite que l'on s'éloigne un moment du centre pour s'aventurer vers la ville nouvelle, qui se déploie jusqu'à l'extérieur des remparts. Aménagé par le peintre Jacques Majorelle dans les années 1920, le jardin à l'abandon à partir des années 1950 a été racheté en 1980 par le couturier Yves Saint-Laurent et son compagnon Pierre Berger. Les allées de verdure sont alors restaurées selon le style imaginé par leur créateur, retrouvant ainsi leur foisonnement de plantes et d'arbres exotiques provenant des contrées les plus lointaines, qui comptent plus de 300 espèces. Quartier sud-est de la ville, la Casbah exhibe une architecture emblématique du passé impérial du Maroc, que les grandes cités prirent à l'époque pour modèle. Emmurée au XVIIIe siècle, ce n'est qu'en 1917 que furent redécouverts les majestueux tombeaux saadiens, où reposent les sultans de cette grande dynastie, parmi lesquels le fameux Ahmed Mansour. De l'autre côté de l'enceinte, une entrée discrète donne accès à d'anciens riads, assemblés pour devenir un hôtel luxueux, la Sultana. Le calme qui règne entre ces murs pétris de tradition donne une idée de la douceur de vivre dont jouissaient autrefois les habitants de ces opulentes demeures. Un peu plus à l'est, le quartier Mella fut fondé au XVIe siècle pour abriter la population juive de la ville. Entre les hautes murailles, les rues hébergent les boutiques de nombreux herboristes. La profusion d'épices met tous les sens en éveil. Les étagères regorgent des aromates qui parfumeront les plats traditionnels, dont le cumin est roi. Alors ça, c'est le cumin, qui vient des environs de Marrakech. On l'utilise pour la cuisine, les tagines, la tangia et surtout pour les salades marocaines. On l'utilise comme ceci, c'est facile de le moudre de cette manière. Nous arrivons ainsi à en faire ressortir tous les arômes. Le safran fait également partie des épices vedettes de l'échoppe. Cultivé dans les vallées de l'Orica situées à une centaine de kilomètres de la ville, il est ajouté en fin de cuisson afin d'obtenir un parfum incomparable. Point de passage obligatoire de Marrakech, la place Djema El Fna en constitue le principal pôle d'attraction. Ancien terminus des caravanes chargées de marchandises, elle demeure l'un des marchés centraux de la ville, toujours habité d'une atmosphère ardente. Ce haut lieu attire tant les touristes que les locaux, désireux d'admirer conteurs et magiciens, et bien sûr les fameux charmeurs de serpents. Les artisans et artistes appartiennent tous à des confréries qui font de la place, malgré ses airs de joyeuse pagaille, un espace de travail organisé avec des règles à respecter. En prenant la route vers l'océan, le désert cède rapidement la place à des plaines arides parsemées de thuyas et d'arganiers. Endémique au Maroc, l'arganier est caractérisé par ses rameaux épineux et surtout ses fruits très recherchés. Libérés des noix qui les enveloppent, les amandons d'Argan permettent en effet la production d'une huile de grande qualité. Située à Essaouira, la coopérative Marjana transforme ses précieux amandons. L'arbre d'Arganier, vous pouvez trouver juste dans la région d'Essaouira et Agadir. Dans le monde entier, ça n'existe pas, juste ici. Les fruits sont récoltés du mois de juin jusqu'en août, puis séchés. S'ensuit la longue et laborieuse opération consistant à extraire l'amandon de la coque qui l'entoure.
Les graines sont ensuite légèrement torréfiées et enfin séchées. Un seul litre du produit finalement obtenu nécessite jusqu'à 7 arganiers, concédant chacun une moyenne de 6 à 8 kg de noix. Cette faible productivité explique la rareté et la valeur de l'huile d'argan. Bien sûr, j'utilise pour manger. J'utilise dans les tagines. Pour les petits déjeuners aussi, c'est très énergétique. En même temps, j'utilise pour le cosmétique. C'est très bien pour visage, cheveux, même le corps. À quelques kilomètres, le vignoble du Val d'Argan s'étend aux abords de l'océan et s'adosse au désert. Ce domaine surprenant, dont le terroir bénéficie des vents alizés, produit un vin de grande qualité, entièrement cultivé en bio. En 1994, Charles Méliat, un vigneron qui a fait ses armes à Châteauneuf-du-Pape, fait le pari de révéler tout le potentiel de ses terres. Il passe ainsi 4 ans à défricher, épierrer, creuser les puits et planter progressivement le vignoble entièrement dédié aux cépages originaires de la vallée du Rhône. Pour labourer la terre, Charles Méliat peut compter sur son fidèle Goliath. Allez Goliath, ça a mérité, tu vois, hein? Voilà. Allez, tiens. À partir du moment où on est dans une logique d'agriculture bio, on essaye de coller à l'environnement, donc j'essaie de diminuer l'utilisation des tracteurs. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire travailler Goliath, comme on fait travailler des chevaux de trait en France. Quand j'ai recherché un vignoble, j'ai trouvé à quelques kilomètres d'ici des plantations de raisins de table. Et c'est ce qui m'a incité à installer un vignoble de cuve, qui est le premier vignoble de cuve de la région. Le vin du domaine est devenu un incontournable des grandes tables du Maroc. Le Maroc est un pays que j'aime, et puis au niveau de l'aventure, j'étais sûr de rien. C'est pour ça que j'ai commencé par 5 hectares en me disant si ça ne va pas, je me coupe un bras et puis je retourne à Châteauneuf-du-Pape. Mais fort heureusement, ça a marché. Et puis maintenant, il y a 52 hectares de vignes. Et le vin est très apprécié au Maroc. Autrefois contrainte de se protéger des pirates de tous bords, Essaouira est une véritable citadelle perchée sur les rochers. Façonnée par les Portugais qui lui donnèrent le nom de Mogador. Très impressionnante, la Scala du port déploie une batterie de canons fabriqués en Espagne. Autrefois surnommé le port de Tombouctou en raison de sa position stratégique entre les pistes de commerce transsaharien et les routes maritimes, le port d'Essaouira fut bâti au XVIIIe siècle par le sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah et reste aujourd'hui l'un des plus importants de la côte atlantique du pays. Sur les quais et les remparts, les écailleurs se disputent les faveurs du client, tandis que les mouettes et goélands se régalent. Essaouira est souvent comparé à Saint-Malo, la cité corsaire. Ces deux ports fortifiés ceinturent l'un comme l'autre un cœur urbain riche d'un important patrimoine historique. Très aérés, les longues rues rectilignes sont séparées par des portes massives qui bloquent le vent soufflant régulièrement sur la citadelle. Essaouira est aussi un repère d'artistes et d'artisans dont le savoir-faire se transmet de génération en génération. La famille Boukouli travaille le bois de tuya et la nacre. Le tuya a toujours existé ici. Avant, nous nous en servions pour tout décorer dans nos maisons. On en faisait des planches pour les escaliers, des tables ou encore des coffres pour ranger les affaires. Après des années d'apprentissage, les trois frères ont repris l'atelier de leur père, Mahalem Ahmed.
La nacre, c'est comme de la dentelle. On l'incruste en creusant légèrement la surface. Cela demande beaucoup de temps et de précision. Mohamed travaille sur cette pièce depuis déjà plusieurs semaines. Malgré son enthousiasme à la tâche, il confie son regret de ne pas trouver de jeunes apprentis prêts à reprendre à leur tour la fabrique. Le savoir familial risque de disparaître avec la fratrie. Nous quittons les berges d'Essaouira pour plonger 1000 km plus au sud sur les rivages du Sahara marocain. Fondée par les Espagnols en 1844 et jadis appelée Villa Cisneros, Dakhla se situe à une trentaine de kilomètres au nord du tropique du Cancer. Les caravanes de dromadaires qui y circulent encore sont cependant délestées des chargements de sel et de victuailles qui ont fait leur légende. De nos jours, les bêtes sont surtout élevées pour le lait et la viande qu'elles offrent. Le troupeau d'Abdallah reprend des forces à la source Asma, dont l'eau est légèrement soufrée pour constituer une collation bien nourrissante. Les dromadaires sont souvent le bien le plus précieux des tribus berbères. Les plus vigoureux se négocient à plus de 1000 €. Dakhla doit son récent essor au vent puissant qui souffle sur les lagunes, attirant ces dernières années les windsurfers, puis les amateurs de kitesurf. En dépit de la croissance économique de la région qui en permet la modernisation, ses habitants demeurent très attachés à un mode de vie traditionnel. Dans les grandes tentes des nomades, on se réunit pour écouter de la musique hassani. C'est aussi l'occasion de partager un thé puissant qu'il convient d'adoucir grâce à de multiples transferts entre les verres. Dans nos chansons, nous commençons par des incantations au prophète. Ce sont des chants qui enjolivent un peu la réalité. Ils sont bienveillants à l'égard du prophète. D'autres chants parlent d'un homme qui est éperdument amoureux d'une femme. Il raconte ainsi ce qu'il ressent pour elle. Ce sont des poèmes? Oui, c'est de la poésie, mais nous avons aussi des chants de guerre. Principal instrument de l'orchestre, le tidinite est un luth typique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'en électrifier le son pour obtenir une résonance plus actuelle. Notre musique n'est pas spécifique à notre région. Elle vient aussi d'Afrique, des pays comme la Mauritanie ou encore le Mali. Née dans le Sahara occidental, la musique hassani déborde parfois des frontières du désert lors de représentations en festival, telles que le Magic Dra. Mais son interprétation reste largement confinée à de tels concerts locaux, les chants hassani évoquant la vie et les traditions sahraouis. Les mélodies s'accompagnent de danses dont les étoffes des interprètes sont partie prenante.
Retrouvons les rives de la lagune, où les parcs ostréicoles occupent le paysage. Darla est en effet l'un des principaux producteurs d'huîtres du pays. Malgré une raréfaction des ressources, la pêche traditionnelle reste très active. En fin de journée, une nuée de bateaux regagne la plage dans un balai parfaitement réglé. Il est temps d'aller se mettre au sec. Le timing doit être précis, car les rouleaux grimpants menacent de retourner les petites embarcations. L'ambiance est un peu morose. La mer ne s'est pas montrée très généreuse et les prises du jour sont bien maigres, à peine quelques calamars. Les pêcheurs n'ont pourtant pas démérité. Ils sont sortis en mer dès 4 heures du matin. Sur les plages de la Sarga, ce petit village de pêcheurs niché sur la pointe de la péninsule, les barques fourmillent par centaines pour s'étaler jusqu'aux berges de Darla, formant ainsi le plus grand port de pêche du pays. La ville continue de s'étendre. En 2016, la famille royale y a fait une apparition remarquée en venant s'essayer au kitesurf. Depuis, la notoriété de Darla s'est envolée auprès des Marocains. Le climat océanique de la région est favorable à l'agriculture qui privilégie ici les denrées élevées sous serre. À la sortie de la ville, une coopérative créée par des femmes se consacre à la fabrication du couscous traditionnel. Leur objectif est multiple, proposer un produit de qualité aux clients, avoir une activité hors du foyer familial et bénéficier d'un revenu de complément. Cette recette, c'est un savoir-faire ancestral que nous tenons de nos grands-parents. Elle est transmise de génération en génération. Nous avons plusieurs ingrédients. Ce sont toutes des farines. Ça, c'est de l'orge. On ajoute du blé tendre. Du maïs torréfié. Et de la farine de blé dur. On place ensuite le mélange dans le récipient dans lequel on ajoute du sel et de l'eau et on mélange le tout avec les extraits de racines. La préparation est ensuite tamisée puis étuvée. Outre ses arômes savoureux, cette recette traditionnelle possède des qualités curatives qui permettent de soulager les troubles d'estomac et d'intestin. Nous quittons le littoral pour gagner la région de Ouarzazate, au centre du pays. Les montagnes de l'Atlas y renferment aujourd'hui encore des mines de sel aux abords de la rivière Ounila, qui voyait autrefois défiler les caravanes venues de l'ancien Soudan dans leur long périple jusqu'à Marrakech. Un peu plus loin, l'oued asséché sépare les nouveaux quartiers d'Aïd Ben Haddou de la ville fortifiée, le Ksar, où ne vivent plus que quelques familles, mais qui demeure le plus impressionnant du Maroc. Forteresse traditionnelle pré-saharienne, le Ksar désigne un ensemble d'édifices de terre entourés de murailles. Les petites maisons s'agglutinent à l'intérieur de ces murs défensifs renforcés par des tours d'angle. Les 8 familles qui habitent encore le village regroupent une quarantaine de personnes. Les uns sont agriculteurs, les autres bergers. Plus bas, il faut se méfier de l'oued à sec. Si un orage éclate dans l'Atlas, le lit délaissé peut accueillir en quelques instants à peine une rivière tourmentée. À une dizaine de kilomètres, à Tamdakt,
le village abrite une famille de tisseurs de tapis. Mina Abarki reçoit régulièrement ses voisines qui viennent emprunter son métier traditionnel, comme Fadila. Oui, pour les tapis, j'ai pas mal d'expérience. J'en fabrique très régulièrement. Soit je le vends au souk pour ensuite acheter ce dont j'ai besoin, soit je me couvre avec quand il fait froid, ou je m'en sers simplement comme tapis. La laine utilisée vient des troupeaux de moutons des environs. Mais les tisseuses ne les teignent plus elles-mêmes comme autrefois. Elles achètent les pelotes prêtes à l'emploi. Un tapis de taille moyenne leur demandera 1 semaine de travail. Celui-ci n'est pas le même. Il est déjà plus grand et les motifs sont différents. L'après-midi va s'écouler ainsi, entre rire et travail décontracté. Tout près de Ouarzazate, l'oasis de Fint s'étire le long de la vallée d'un oued paisible. L'oasis porte bien son nom, qui signifie « caché ». Invisible depuis la ville, il est perché à 1200 mètres d'altitude et dissimulé par les collines du Reg, un désert de pierre. Il y a une trentaine d'années, ma famille habitait l'ancien village. Mais entre les saisons des pluies, les amplitudes de température, les maisons sont tombées en ruine. Plutôt que de les rénover, ce qui prend beaucoup de temps, nous en avons construit des neuves de l'autre côté de la rivière. Il reste à peine quelques familles dans l'ancien village. Tout le monde est passé de l'autre côté maintenant. Dans la cour du village, les familles se partagent un grand four à pain. Les femmes sont en pleine préparation du tafernout, un pain berbère cuit sur des pierres. Le point le plus important, c'est d'avoir un four bien chaud avant de commencer. Après, ça va vite. La pâte mélange farine de blé et farine d'orge. Les boules sont tassées en galettes, puis directement posées sur le fameux lit de petites pierres brûlantes. La cuisson ne prend qu'à peine 1 minute. Oui, 1 minute seulement. Dehors, toute la famille profite des derniers rayons de soleil pour savourer un thé avant que le froid ne l'oblige à rentrer. Oasis, oued, palmeraie. Chaque point d'eau voit le désert disparaître pour laisser place aux champs cultivés et aux plantations de palmiers. Dans la palmeraie de Mesguita, Youssef s'apprête à cueillir les grappes de dattes qui pendent au sommet des arbres. J'ai repris la profession de mon père et de mon grand-père. C'est un savoir que l'on se transmet de génération en génération. Là-haut, je n'ai pas peur. Il faut juste faire très attention. Je dois aussi être attentif aux gens qui pourraient passer juste en dessous. Les dattes ici sont savoureuses, car la terre est de bonne qualité. L'autre point important, c'est qu'il y a suffisamment d'eau.
Ces dattes, dites tsérées, sont tout particulièrement appréciées. Il faudra en couper les branches inutiles et les nettoyer pour enfin les empaqueter et les expédier dans le monde entier. Dans la vallée du Draa, les citadelles fortifiées que l'on rencontre sont souvent délabrées, parfois même abandonnées. À Timidart, un bourg situé à proximité d'Agz, les habitants se sont organisés en formant un conseil voué à restaurer leur kasbah. Un premier bâtiment a ainsi été transformé en chambre d'hôte. Mais l'avancée de la rénovation dépend des fonds rassemblés. J'ai grandi ici dans le Ksar. Après l'indépendance, beaucoup de gens ont quitté le village pour chercher du travail dans les villes et plus rien n'a été entretenu. Nous avons retrouvé la mosquée qui était en ruine, nous avons décidé de la restaurer et tous les habitants de la Kasbah se sont unis pour trouver des aides et générer des ressources. C'est vraiment quelque chose dont je suis très heureux. La restauration de la Kasbah de Timidart est une des toutes premières initiatives privées dans la région à porter ses fruits. Le cinéma a joué un rôle prépondérant dans le développement économique de Ouarzazate et sa région, dont les décors naturels et le climat agréable ont été des atouts déterminants. Mais dans les villages des environs, le petit artisanat a conservé toute son importance. Mohamed Kabor et son cousin sont potiers, comme l'étaient leurs aînés avant eux. On ramène cette terre de loin, dans des coins un peu sauvages. Il faut creuser, puis nous la transportons avec des ânes. Une fois ici, il faut la tamiser, nous la nettoyons, puis il faut la travailler. Nous devons obtenir une consistance bien grasse et bien épaisse. On peut alors commencer. Derrière. C'est une histoire de famille. Il y avait mon grand-père, mon père et mon oncle. Nous vivions tous ensemble. Lorsque mon grand-père est décédé, mon père et mon oncle ont créé leur atelier, chacun de leur côté. Mais nous sommes restés très proches les uns des autres. Mohamed Kabor confectionne avant tout des plats et récipients de cuisine à l'usage des habitants du village. Nous avons aussi des jarres pour l'eau. Lorsque nous les remplissons, après un petit moment, cela permet d'obtenir de l'eau filtrée. C'est très utilisé ici. Ça, c'est fait pour notre plat traditionnel, le tagine. Celui-ci, c'est un modèle pour les gazinières, avec un renfort pour qu'il soit plus solide. Nous prenons maintenant la route du Nord pour en rejoindre l'extrémité et découvrir Tanger. Idéalement plongé dans le détroit de Gibraltar, Tanger est déjà sous l'Antiquité un important comptoir de commerce, grâce à la position stratégique que le port occupe entre l'Afrique et l'Europe, dont les côtes espagnoles ne sont éloignées que d'une quinzaine de kilomètres. Cette situation enviable attire les convoitises des grandes puissances européennes qui se succèdent au fil des siècles pour diriger la ville. La métropole a d'ailleurs longtemps été une terre d'accueil pour les artistes et intellectuels de toutes origines, attirés par sa réputation sulfureuse. Le quartier du Petit Soko a conservé le décorum de son époque dorée, mais les touristes y ont remplacé les excentriques et les entraîneuses. Au hasard des ruelles de la Médina, des portes aux ornements raffinés protègent l'entrée de riads privés, pour beaucoup transformés en hôtels. Au sommet de la colline, la Kasbah rénovée surplombe la cité. La fraîcheur et le calme de la forteresse contrastent de manière saisissante avec la zone portuaire et son activité industrielle, qui font de Tanger le deuxième pôle économique du pays.
Derrière la place populaire du Grand Soko, une ruelle plus ordinaire accueille le marché paysan, que seuls connaissent les initiés. Les stands sont tenus par des fermiers berbères venus des montagnes avoisinantes et facilement reconnaissables au port de la coiffe traditionnelle, l'ajbala. Si l'on trouve sur ces étals une riche variété de fruits et de légumes, les vergers fleuris de Tanger et de la région du Rif sont aujourd'hui dominés par la culture de l'amandier. Les bâtiments défraîchis qui dominent la place du Grand Soko ont été construits par les Européens au début du XXe siècle. Entre 1912 et 1956, Tanger avait en effet le statut particulier de zone internationale, administrée par différentes puissances. Une fois franchie l'étroite porte de Bab al-Faz, la Médina exhibe d'innombrables échoppes de primeurs qui débordent de denrées comme de passants. À Tanger, comme partout dans le pays, le rayon des olives est incontournable. Les champs d'oliviers couvrent l'ensemble du territoire. Le marché central aux poissons est à la hauteur de nos attentes. Symbole du renouveau des activités portuaires de la ville, il propose des produits d'une diversité incomparable. Tanger bénéficie à la fois des courants favorables du détroit de Gibraltar et des ressources considérables de l'océan Atlantique. Les inévitables sardines et dorades font pâle figure face au thon rouge, extrêmement prisé. L'atelier d'Ahmed Asri est spécialisé dans le tissage de vêtements traditionnels encore couramment revêtus. La laine de mouton est filée sur place. Zaki fabrique quant à lui toutes les pièces sur le métier à tisser. Les Marocains portent toujours ces costumes typiques, particulièrement dans les villages. Ça, c'est pour les femmes. C'est une kerzia, une ceinture très large que l'on noue ainsi autour de la taille. Plus au sud, les montagnes du Rif sont traversées de belles vallées agricoles qui égaient le paysage. Le mois d'octobre voit la fin des moissons de l'orge et du blé. Au creux du massif, la cité de Chefchaouen offre un spectacle tout à fait saisissant. La célèbre palette de bleu qui expose murs et fenêtres de la vieille ville en fait l'un des sites les plus visités du pays. La montée jusqu'au lavoir de Ras El Ma est récompensée d'un formidable panorama sur le village. Dès le lever du jour, la place Outa El Hammam s'anime du va-et-vient des badauds et des conversations autour d'un café. Restaurée dans les règles de l'art, la Casbah demeure une imposante forteresse entourée de remparts, qui renferme toutefois aujourd'hui un magnifique jardin. Les origines de l'emblématique dominante bleue de Chefchaouen sont plurielles. Au XVe siècle, en pleine inquisition espagnole, les Juifs séfarades trouvèrent refuge dans cette cité, dont ils peignèrent les murs des maisons à l'aide de talc bleu, la couleur du divin dans le judaïsme. Mais ce n'est que récemment que le wali, le gouverneur régional, décida de généraliser cette teinte à l'ensemble des édifices de la colline. 10 ans plus tard, le pari commercial est réussi. Chefchaouen est devenu une icône des réseaux sociaux et le nombre de visiteurs qui en foulent les allées ne cesse d'augmenter.
Les maisons de la ville sont désormais repeintes 2 à 3 fois par an. Abdou Salam dirige un four à pain collectif. Chaque matin, les ménagères défilent pour apporter des boules de pain déjà levées, qu'Abdou se charge de cuire. Tout le quartier profitera la journée durant des délicieuses effluves du pain frais. Certains profitent aussi du four pour cuisiner des plats de légumes. Malgré son succès touristique, le village a conservé un rythme de vie calme et paisible très plaisant, qui court pourtant le risque de disparaître avec le temps. Nous poursuivons notre route vers le sud pour rejoindre Fès, l'une des 4 villes impériales du Maroc. Un petit arrêt en chemin nous permet d'admirer la campagne pleine de troupeaux de moutons. L'été a été particulièrement sec et les bêtes peinent à se repaître. Elles devront se contenter de quelques rameaux rescapés des récoltes qui viennent de s'achever. Plus loin, le lac du barrage Ben Abdallah apporte une touche de couleur au paysage aride. Gardienne des vestiges de la civilisation arabo-andalouse, Fès est l'une des plus prestigieuses cités de l'islam. La porte monumentale du palais impérial de Dar el-Makhzen nargue la place des Alaouites. Rarement visité, le palais n'est habité que lors des déplacements du roi, Mohamed VI. Peuplée d'artisans habiles, de marchands avisés et de fins lettrés, Fès est la 3e ville du Maroc, dont elle revendique la place de capitale culturelle. Érigée au centre de la Médina, la mosquée Al-Karawiyyin est la plus grande de la cité et son cœur spirituel. Si ses premières pierres furent posées vers 859, les souverains des dynasties successives souhaitèrent y graver leur empreinte. L'incroyable ornementation de l'édifice illustre cette surenchère. Lieu de prière pouvant accueillir jusqu'à 20 000 fidèles, Al-Karawiyyin abrite également l'université encore en activité la plus ancienne au monde. Selon la légende, l'ensemble du marbre et des pierres nécessaires à sa construction fut extrait d'une carrière exploitée sur le lieu même du monument. Adjacente à la mosquée, la bibliothèque millénaire n'a rouvert ses portes qu'en 2016. Elle renferme aujourd'hui plus de 24 000 ouvrages. Ça, c'est un Coran du 9e siècle, écrit sur parchemin, avec une calligraphie koufique très ancienne, arabe. Tel un conservatoire des métiers traditionnels, la Médina de Fès donne à voir des ateliers et fabriques aux pratiques centenaires. En suivant le chemin pris par les ânes chargés de peau, on découvre le quartier des tanneurs. Habituellement, cette activité bruyante, malodorante et polluante s'organise en périphérie de la ville. Mais à Fès, la position de la rivière contraint les tanneurs à exercer près du centre. Les peaux sont baignées dans des bains de chaux qui les débarrassent de tout élément organique. Après 3 semaines de macération, elles sont rincées à grande eau, mais loin d'être prêtes. Le cuir est alors plongé dans une solution tannique composée d'extraits d'écorce dans des foulons. Ces alignements de cuves ont pour certains plusieurs siècles d'activité derrière eux. Les méthodes de fabrication ont d'ailleurs peu évolué. Autre bijou d'architecture de la ville, les écoles coraniques ont été conçues avec un soin tout particulier. La Médersa El Atarin en offre un exemple probant. Fondé entre 1323 et 1325, l'édifice est une véritable œuvre d'art.
La cour centrale dévoile les motifs traditionnels de l'époque mérinide, que célèbrent de superbes éliges, stucs et sculptures en cèdre. Réputée elle aussi pour son passé impérial, Meknès a été fondée au Xe siècle par la tribu zénète des Meknassas. Originaire de l'actuelle Algérie, la peuplade s'est établie dans la région, attirée par la fertilité du sol, l'abondance des eaux et le charme des jardins. Longtemps restée un simple site militaire, la cité ne rencontre son essor qu'à la fin du XVIIe siècle avec l'avènement de Moulay Ismaïl. C'est à son règne que l'on doit la porte Bab el-Mansour, aujourd'hui classée parmi les 4 plus belles portes au monde, et largement associée à l'immense place El Edim qu'elle domine. Si les remparts de la ville s'étendent sur près de 40 km, la Médina reste d'une taille raisonnable, à l'ambiance familiale. Meknès est reconnu pour son art du bois sculpté et peint, que favorise l'opulence et la variété des essences dont les forêts des environs regorgent. Cèdres et thuyas inondent les paysages de la vallée. La boutique d'Ablatif excelle dans la réalisation de rosaces qui viendront décorer les plafonds et parfois les murs des demeures. Spécialité exclusive de Meknès, le damasquinage consiste à incruster dans le métal des fils lisses ou torsadés de cuivre, d'or ou d'argent. On doit polir au préalable la surface de l'objet pour que les fils d'argent puissent s'incruster dedans. Après, nous le passons au four, ce qui a pour effet de changer la couleur qui devient noire. C'est beaucoup de travail. Les grandes pièces rendent compte d'un indéniable savoir-faire. Malgré la place évidente des boiseries dans le décor de la ville, les maisons construites entièrement en bois sont aujourd'hui rares. Achevée en 1358, la Médersa Bou Inania ne déroge pas au style local, auquel les plafonds en cèdre sculpté font honneur. Ce joyau architectural embrasse tous les agréments classiques de l'époque. Les éliges qui embellissent les sols répondent aux stucs ouvragés tournés vers les cieux. Ancienne démonstration de force simulant une charge de cavalerie militaire, la fantasia se pratique de nos jours sous une forme édulcorée de prouesses équestres folkloriques dont les valeurs sont toutefois fièrement défendues lors de compétitions. Le championnat du Maroc en est la plus prestigieuse. Il se déroule d'ailleurs dans les écuries royales de Rabat, où des équipes venues de tout le pays rivalisent de coordination, d'élégance et de style. C'est une discipline où tu commences à t'entraîner depuis que tu es tout petit. On progresse lentement. Puis tu participes à des moussem, des petites compétitions, tu prends de l'assurance et finalement tu t'engages dans ce genre d'épreuves, dans ce genre de championnat. La fantasia est aussi une épreuve d'apparat. Costumes et selleries sont finement décorés. Les fusils ne sont quant à eux chargés que de poudre. Le leader du groupe est équipé d'un micro portable qui permet à ses compagnons, mais aussi au public, d'entendre ses ordres. Au-delà de la synchronisation parfaite des chevaux et des tirs de carabine, qui demandent une concentration constante, l'arrivée reste la phase la plus délicate. Les cavaliers doivent marquer leur arrêt au plus près de la ligne qui fait face à la tribune officielle sans jamais la franchir.
Après 3 jours de compétition, les médaillés repartiront sous les vivas du public, fort d'un prestige qu'il faudra toutefois remettre en jeu l'année suivante. Depuis l'indépendance du Maroc en 1956, Rabat est devenue la capitale politique et administrative du pays. Ses rives océaniques tournées vers l'extérieur, alliées aux plaines fertiles des terres intérieures, ont dès le 8e siècle avant Jésus-Christ attiré des colonies étrangères, bientôt chassées par les Romains puis par les Phéniciens. Dans ce mausolée reposent Hassan II et Mohamed V, les pères et grands-pères du roi actuel, Mohamed VI. Solennellement gardé, le tombeau célèbre les souverains du passé et consacre la monarchie. Ancien camp fortifié logé à la sortie de l'Oued Bourg et Greg, la Casbah des Oudaya offre un point de vue tout à fait exceptionnel sur la ville. Après avoir perdu ses fonctions militaires, la citadelle fut longtemps occupée par des réfugiés morisques ayant fui l'Espagne. Au plus haut de la Casbah, la plateforme du sémaphore invite à profiter d'un panorama circulaire sur l'Oued et l'océan. Tout en bas des marches de la forteresse débute la Médina. Ses modestes dimensions n'ont en rien empêché sa modernisation ces dernières années. Plus discrètes que les échoppes pour touristes, les cours abritant autrefois les fondouks où l'on entreposait les marchandises accueillent aujourd'hui de nombreux artisans. Nous quittons à regret un pays qui aura su nous dévoiler un patrimoine historique et culturel aussi riche que ses traditions. Le Maroc nous aura offert un voyage aussi étonnant qu'envoûtant.